Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Le Conseil des ministres, en sa séance du 29 avril 2021, a donc entériné le projet de décret fixant les régimes de bourse d'études en République gabonaise. Le projet a notamment pour objet d'uniformiser le régime de bourse applicable aux élèves et étudiants scolarisés au Gabon et à l'étranger, en précisant tout de même les différentes conditions adaptées en fonction du type d'enseignement, de l'âge bien sûr, et puis des performances académiques de l'apprenant. Et c'est donc au regard de tous ceux qu'il pourrait y avoir comme questionnement autour de ce sujet, eh bien que Gabon Première vous propose ce plateau spécial avec pour invité, eh bien qui d'autre que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, le professeur Patrick Mouriama Daouda. Bonsoir à vous, monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Tibinda. Et puis merci d'avoir accepté spontanément notre invitation pour parler de ce décret, notamment de cette innovation. Peut-être, d'entrée de jeu, nous resituer le contexte global de ce projet de décret, Monsieur le ministre. Un projet de décret qui intervient à un moment où nous réfléchissons beaucoup sur l'amélioration de notre système éducatif, avec une montée en puissance de l'enseignement technique et professionnel, avec la refonte du système d'orientation, une meilleure répartition entre le rôle des bourses et le rôle du système d'orientation. Et puis, un an après, que les décrets 79 et 119, qui ont fait couler beaucoup d'encre, n'ont pas pu être appliqués, en lieu et place du 404, qui de facto est toujours le texte en vigueur. D'accord. Alors donc un projet de décret avec plusieurs thématiques. Nous l'avons cité un tout petit peu. On va revenir sur certaines d'entre elles. Alors on parle de changement de régime de bourse d'études. On parle également de modification de critères d'attribution. Mais encore. Oui, je pense que c'est l'un des points essentiels, les critères d'attribution. Il faut se rappeler que le décret 404, dont je disais tout à l'heure qu'il était de facto celui qui était appliqué, Oui. puisque les décrets qui étaient censés le remplacer n'ont pas pu être mis en œuvre. Dans le décret 404, la seule condition pour avoir la bourse quand on est élève en terminale, c'est d'avoir le bac. Dès lors qu'on avait le bac et que son dossier était traité, entériné par la commission chargée de le faire, on avait la bourse. Donc il n'y avait pas de critère d'âge, il n'y avait pas de critère de mention. Et c'est parce qu'on a voulu introduire dans le décret 79 les critères d'âge et de mention en étant peut-être un peu trop contraignants, puisque je vous rappelle qu'il s'agissait d'octroyer la bourse à partir pour les élèves qui avaient 12 de moyenne au bac et qui avaient ce diplôme-là à 18 ans. Donc, le décret qui a été pris veut effectivement introduire des critères supplémentaires parce que donner le bac sans critères ne permet pas d'avoir un système d'attribution de bourses vertueux. On l'a constaté, l'attribution des bourses sans condition n'a pas permis d'atteindre les objectifs que l'on se fixe quand on veut avoir un système de bourse performant. Avec un sentiment peut-être d'inégalité entre les différents étudiants. Il y a déjà le fait que, effectivement, on ne faisait pas la différence entre les étudiants qui travaillent réellement, qui étudient réellement et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui méritent peut-être d'avoir un peu plus, donc ceux qui ont 12 de moyenne, 13 de moyenne, 14 de moyenne, 10 de moyenne, tout simplement, la bourse était attribuée à tout le monde. Donc que l'on ait, pendant sa scolarité en terminale, 8 de moyenne, ou 10 de moyenne, ou 12 de moyenne, dès lors qu'on a pourvu qu'on avait le bac, qu'on avait la bourse. Donc, ce n'était pas très équitable comme système. Donc il a fallu repenser ça et déjà partir du principe qu'il fallait avoir 10 de moyenne en classe pour avoir la bourse. Et pour l'enseignement général, 22 ans. Pour l'enseignement professionnel, 24 ans. Pour les handicapés, 27 ans. D'accord. Alors, voilà les critères de base. Vous parlez de ça, effectivement, bourse pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, on note là où vous tenez compte peut-être du handicap, en fait, d'une différence physique entre les étudiants. Il n'était pas normal. Il n'est pas normal que l'on ait traité jusqu'à présent les personnes vivant avec un handicap de la même façon que les autres personnes, étant entendu que le handicap
favorise toujours des pertes d'années dans la scolarité des élèves. Et de toute façon, on n'a pas toujours tous les moyens ou les mêmes moyens physiques, intellectuels, notamment quand on est personne vivant avec un handicap. Oui. Donc il fallait tenir compte de cela pour cette frange de la population qui était pénalisée. Moi, je vois bien les conditions dans lesquelles on fait passer le bac aux personnes vivant avec un handicap. Il n'est pas possible de les évaluer de la même façon qu'on évalue les autres personnes. Il n'est pas possible de considérer que leur scolarité a été un long fleuve tranquille, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour corriger cette anomalie-là, il a fallu concevoir un système qui prenne en compte un peu plus de temps pour eux. Voilà. D'accord. Alors donc, il est dit, modification des critères d'attribution, ce sera bien défini dans les jours qui viennent, on saura exactement à quel niveau. C'est déjà bien défini. D'accord. Il y a déjà une distinction entre l'enseignement général, supérieur général, Oui. donc quand on va en lettres, en sciences humaines, en sciences éco, l'enseignement technique professionnel et l'enseignement professionnel. Déjà, Avec un penchant peut-être pour l'enseignement technique et professionnel. Il y a une ou prime scientifique. déjà à la formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles spécialisées professionnelles, comme l'école de commerce, comme les centres de formation professionnelle que l'on a connus. La bourse augmente substantiellement. Et puis, pour ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel, on a pensé qu'il fallait donner un peu plus de temps aux bacheliers de cet ordre d'enseignement. Pour être concret, alors que l'on demande pour l'enseignement général d'avoir le bac à 22 ans et 10 de moyenne, pour l'enseignement technique et professionnel, c'est 24 ans. 24 ans, d'accord. Et pour les handicapés, c'est 27 ans. D'accord. Et peut-être si on a du temps un tout petit peu, puisque vous parlez d'enseignement technique et professionnel, vers la fin, peut-être un petit mot par rapport à cette petite problématique avec l'ONE. Lofi. Voilà. Alors, revalorisation de la bourse des doctorants. Ça également, c'est une notion qui apparaît et qui tient à cœur. Oui, c'est important. Le président de la République nous a instruit de faire en sorte que nous allions vers l'excellence. Les études de troisième cycle doivent être des études d'excellence. On ne peut pas laisser nos étudiants qui sont en troisième cycle apprendre dans des conditions qui ne favorisent pas des soutenances de thèse dans les meilleures conditions. Hein. Donc, et c'est souvent que les établissements, les pays dans lesquels ces étudiants apprennent nous ont interpellés pour nous faire comprendre que, il fallait faire quelque chose dans ce sens. Donc la bourse des étudiants de troisième cycle va augmenter considérablement, mais évidemment en tenant compte du niveau de vie de chacun pays. Déjà, la bourse n'est pas la même que l'on soit en Belgique ou en France. En gros, en fonction des situations, on pourrait gagner entre 200 300 euros supplémentaires sur la bourse actuelle. Et sur ce plateau, on ne peut pas déjà dire combien ce sera pour les doctorants pour la bourse en France, je pense qu'on passera d'un peu plus de 800 euros à 1200, 1300 euros. D'accord. Alors, c'est bien beau tout ça, on l'a vu, on a parlé donc du changement de régime de bourse, les modifications du critère d'attribution, les bourses, on n'a pas parlé ça, la création de la bourse sport-études. Alors, il y a en plus de la bourse accordée aux handicapés, il y a les bourses accordées aux sportifs de haut niveau et puis les bourses accordées aux étudiants, aux futurs étudiants qui choisiront d'aller dans les filières sport-études. Ça existe plus ou moins déjà, non? Ça aussi, c'était pas bien encadré Oui, c'est une innovation fondamentale qui sera faite évidemment conjointement avec le ministère des Sports et qui permettra aux enfants qui ont des aptitudes dans le sport, aux enfants qui font de la compétition de haut niveau d'être accompagnés par l'État. Allons-y maintenant, Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, aux objectifs. Alors, nous expliquer le pourquoi finalement de cette réforme de bourse, où vous l'avez peut-être effleuré, hein, avec notamment la mise en vigueur des deux décrets, essentiellement le décret 079 ou 79, le décret 119, avec la prise en compte des personnes vivant avec un handicap. Alors, nous expliquer en fait les objectifs réels. Mais il faut faire le bilan après près de 10 années d'application d'un texte, voir dans quelle mesure l'accompagnement social des étudiants, puisque la bourse a un côté social, l'accompagnement du mérite des étudiants, voir dans quelle mesure ça produit les effets que l'on veut atteindre. Un système de bourse est fait pour accompagner les élèves de telle sorte qu'ils aient des meilleurs résultats pendant leur scolarité, mais aussi qu'à la sortie de leur scolarité, à la fin de leurs études, qu'ils trouvent un emploi. Or,
toute chose bien considérée, on se rend compte que nous ne parvenions pas à atteindre ces objectifs-là. Qu'il y a beaucoup Parce que d'échecs dans les l'enseignement général universités. était encore... Voilà. Il y a une orientation par défaut. Les filières qui sont porteuses d'emploi, notamment dans l'enseignement technique et professionnel, dans la formation professionnelle, ces filières-là n'ont pas été favorisées par le système d'attribution des bourses. Donc nous allons essayer de corriger cela. Les élèves qui sont un peu plus doués que les autres n'ont pas été favorisés dans l'ancien système d'attribution des bourses. Nous allons essayer de corriger cela. Les élèves qui font des études de troisième cycle et qui ont besoin d'un peu plus de moyens pour faire des thèses de très bon niveau, et la recherche c'est important pour un pays, vont être mieux pris en compte. Et puis, comme on le disait tantôt, les étudiants handicapés, les étudiants sportifs de haut niveau sont pris en compte. Donc c'est un système beaucoup plus équitable, en même temps beaucoup plus juste, j'allais dire, beaucoup plus vertueux, parce qu'on était entré dans un système un peu vicieux avec cette bourse qui était accordée sans véritablement tenir compte de toutes ces situations-là. Avec une impression tout de même pour nous que c'est un peu la roue qu'on refait, c'est comme un cercle vicieux. On a l'impression qu'à une époque, les études étaient plus ou moins suffisamment encadrées. Parlons par exemple du sport qui était quand même encouragé. Bon, là on voit que le programme prévoit déjà le programme sport-études et puis l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Ça semble être intéressant en espérant peut-être une échéance court, moyen, long terme. Alors je pense que c'est vraiment la première fois que de manière globale et systématique, symétriquement aux autres catégories de bourses, que l'État, c'est la première fois que l'État définisse une catégorie de bourse spécifique au sport et études et aux sportifs de haut niveau. D'accord. Surtout aux sportifs de haut niveau. Et puis aux handicapés aussi. Et puis aux handicapés. Mais il y a d'autres innovations aussi. Toutes ces catégories de bourses selon le mérite, en fonction de la moyenne obtenue pendant le bac, ça n'existait pas ou ça n'existait plus. Mais aussi en fonction de la moyenne obtenue pour passer d'un cycle universitaire à un autre ou à l'intérieur de chaque cycle universitaire pour passer la deuxième en troisième année. Tout ça, c'est important. Et le président de la République qui tient que le mérite soit récompensé, que la bourse ne perde pas son caractère social. C'est évident parce que 10 de moyenne, 22 ans, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas trop demandé. Aujourd'hui, près de 70% des enfants ont le bac avant 22 ans, entre 14 et 22 ans. Et donc, cette cible-là est préservée et on ne leur demandera que d'avoir 10 de moyenne. Donc c'est le côté social qui a été préservé, autant que seront préservés sur un autre plan l'accompagnement social avec le logement étudiant, la restauration universitaire. Mais pour ce qui concerne la bourse, le caractère social est déjà préservé par le fait qu'on se soit limité à 10 de moyenne, par le fait qu'on ait inclus les handicapés, et puis sans évidemment sacrifier au principe du mérite. Les élèves qui ont un peu plus de 10 de moyenne seront récompensés, ils auront une bourse supérieure aux autres. Et c'est peut-être une espèce de marche arrière par rapport à cette mesure qui avait été prise, et on se souvient qu'il y a quand même suscité des réactions, de fortes réactions de la part des élèves, étudiants, avec les premières conditions jugées drastiques. Alors, je crois qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte la dimension sociale de la bourse. Et je pense que la détresse des enfants était plutôt de ce point de vue. Vous conviendrez avec moi, comme je le disais tantôt, quand nous fixons la moyenne à 10 aujourd'hui, ça concernera une population de près de 70% de bacheliers potentiels. Donc, on est déjà dans des proportions raisonnables par rapport au nombre de personnes qui seront éligibles sur la base de ce critère à la bourse. Donc c'est vrai que nous n'avions pas suffisamment tenu compte de ça. En plus, 12 de moyenne à 18 ans, bon, le filtre était un peu trop corsé, un peu trop corsé. Mais il faut savoir reconnaître quand on a fauté et puis corriger, c'est ce que l'on essaie de faire. Et de toute façon, ces décrets n'ont jamais été appliqués. Puisque le 404 de facto a été celui auquel on se référait. Cela dit, une fois qu'on aura mis en place toutes les conditions d'apprentissage, on commence à le faire. Quand on aura 40 à 35 élèves par classe, quand on aura des enseignants pour toutes les matières et le programme que nous avons mis en place sous les instructions des plus hautes autorités de la République
en tête desquels le président de la République, chef de l'État, vont dans ce sens-là d'améliorer l'environnement scolaire. Et quand on aura amélioré l'environnement scolaire, on reviendra encore peut-être sur des critères où on sera plus exigeant. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bon compromis que de commencer par 10 de moyenne et l'âge qu'on a arrêté pour avoir le bac. D'accord, en tout cas un compromis qui est tout à votre honneur, puisque parlons des gouvernants, bien sûr, qui ont pu écouter l'appel des populations, la détresse par rapport à ces conditions qui à l'époque étaient drastiques. Et du coup, par rapport à toutes ces innovations, on parle en général finalement de création de 7 catégories de bourses, avec tout ce qui a été évoqué quand même, c'est pas rien. Oui, bon, il y a déjà la catégorie de bourse un peu universelle, si je puis m'exprimer ainsi, donc pour accéder aux établissements supérieurs. Hein, et puis il y a la catégorie de bourses pour les centres de formation professionnelle, il y a des bourses pour les écoles spécialisées, ensuite il y a les bourses de mérite, les 3 bourses de mérite, pour ceux qui ont 13 de moyenne, une bourse particulière, pour ceux qui ont 15 de moyenne, une bourse particulière, pour ceux qui ont 16 de moyenne, encore une autre bourse, et puis il y a les 2 bourses pour les sportifs de haut niveau et les bourses pour ceux qui font sport-études, et les bourses pour les personnes handicapées. Voilà l'ensemble du corpus de bourses tel que ça existe aujourd'hui. Alors, tel que vous venez effectivement de définir tout cela, ça m'a ramené des années en arrière et surtout avec peut-être cette disparité dans le suivi entre la capitale, donc la métropole, et puis les provinces. Il y a eu des cas, à notre époque, c'était avec 12 qu'on pouvait prétendre avoir une bourse pour l'étranger, pour l'extérieur. Donc, il y avait des... comment on appelle ça, en tout cas des agents du ministère de l'Éducation nationale qui passaient à l'intérieur du pays pour effectivement répertorier tous ceux qui avaient droit à une bourse pour l'extérieur. Mais on constatait que pour l'intérieur du pays, il n'y avait pas de suivi. Est-ce que par rapport à tout ce qui est mis en place là, Monsieur le Ministre, il y a un suivi garanti et l'égalité des chances entre la métropole, Libreville et les provinces? Alors, il y a déjà, c'est bien de me poser cette question. Il y a déjà un critère qui ne dépend pas de nous. Nous pouvons accompagner pour respecter ce critère-là. C'est que pour apprendre à l'étranger, aujourd'hui, il faut avoir une préinscription. Et il faut l'avoir avant la fin de l'année, notamment pour ceux qui sont de la France, par Campus France. Donc, quand les élèves n'ont pas ce sésame-là, ben, évidemment, ils ne peuvent pas avoir la bourse parce que ils n'auront pas de visa pour aller faire le moment venu. Donc, on les accompagne en les informant, donc les étudiants, on les sensibilise. Donc ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question pour bénéficier, la réponse à la question que vous avez posée, pour bénéficier d'une bourse à l'étranger, c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne. Il faut avoir une bonne moyenne au bac. Hein, il faut avoir 12 de moyenne dans les séries générales, littéraires, et 11 de moyenne dans les séries scientifiques et techniques. Et puis, il y a aussi d'autres critères, notamment les filières vers lesquelles vous voulez aller. On ne vous donnera pas de bourse à l'étranger si vous voulez aller faire du droit, alors qu'on peut le faire à Libreville. Mais si vous voulez aller faire une discipline pointue en aéronautique, et si le Gabon en a besoin, évidemment, on vous donnera... Il y a une notion de choix et de bon choix. Voilà, de bon choix, et puis la discipline que vous allez choisir et qui peut être utile pour le développement du pays. D'accord. Alors, Monsieur le Ministre, finalement, pour quels enjeux on parle de l'uniformisation du régime de bourse applicable aux élèves et étudiants scolarisés au Gabon et à l'étranger. On pense que derrière ça, le gouvernement a bien évalué, estimé les objectifs, mais surtout les enjeux, peut-être à court, moyen, long terme. Comme je l'ai dit tantôt, vous aurez remarqué qu'il y a une prime pour les centres de formation professionnelle. Leur bourse est augmentée substantiellement. Qu'il y a des facilités accordées à l'enseignement technique et professionnel. C'est un signal fort pour dire aux enfants, pour dire aux futurs étudiants, dans ces filières-là, dans ces domaines-là, il y a un fort taux d'employabilité. Et il faut mettre tout cela en perspective avec ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'orientation. Mais l'orientation, ce n'est pas seulement après
la terminale. Je dirais même, c'est essentiellement avant la Avant, terminale. bien sûr. C'est peut-être dès le primaire, mais les premiers leviers systématiques, c'est en cinquième et en seconde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à orienter les enfants vers les filières techniques, vers les filières professionnelles, mais peut-être aussi à détecter des intelligences pour des disciplines particulières. Donc, le premier enjeu, c'est cela, c'est valoriser les disciplines qui ont un fort taux d'employabilité. Le deuxième enjeu, comme on l'a dit tantôt, c'était l'égalité des chances et en intégrant les handicapés. Le troisième enjeu, c'était l'équité. Il est normal que des élèves qui ont des moyennes supérieures à 10 soient mieux récompensés que d'autres. Et puis, c'est important ça pour vous, le chef de l'État en l'occurrence, l'intégration du critère de mérite dans la c'est important. Le président de la République, chef de l'État, accorde une très très grande importance à l'excellence. Il faudrait que nous parvenions à saisir ce discours-là et à atteindre cet objectif de l'excellence. Objectif dans lequel nous avons grandi. Rappelez-vous les distributions des prix dans les établissements. Ça a eu existé. Donc, c'était un peu le reproche que l'on pouvait faire au système de bourse actuel, qui avait aplani les différences entre les élèves du point de vue du mérite. Donc, il ne faut pas confondre égalité et équité. Et là, il est normal que les élèves qui sont un peu plus doués que d'autres soient récompensés à juste valeur. Voilà. Exactement. Alors, puisqu'on parle également de formation, centre de formation, certainement que vous êtes un ministre heureux, même si vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur. Là, ça concerne peut-être plus Madeleine Baird, qui est au centre de la formation professionnelle, avec l'ouverture des centres du côté de Coq. On ne vous a pas entendu vous prononcer. J'aimerais bien savoir comment vous... D'abord, je voulais féliciter ma collègue, parce qu'elle a mené de bout en bout ce projet jusqu'à sa finalisation. Et nous avons travaillé ensemble sur la notion de campus professionnel, parce que c'est des centres de formation professionnelle, pas au sens où on l'entend, mais au sens où on entend ce qu'est un campus professionnel, qui est un espace où effectivement il y aura de la formation pour les centres de formation professionnelle stricto sensu, donc niveau CAP et BEP, mais aussi de la place pour des lycées professionnels, lycées techniques, mais aussi pour l'enseignement supérieur professionnel. Donc vous vous sentez aussi concerné par ce genre bien évidemment, c'est pour ça ensemble nous avons défini avec Madame Baird la notion de campus professionnel, de campus intégré, et qui a vocation donc à mettre sur les mêmes espaces la formation professionnelle stricto sensu, les lycées professionnels, et puis l'enseignement supérieur professionnel, et de faire jouer tout ce qui est passerelle, validation des acquis, pour ne pas que la formation professionnelle telle qu'on entendait avant soit un rebut, soit marginalisée, soit la portion congrue du système éducatif, alors que c'est dans cette filière-là, dans ces filières-là où il y a peut-être davantage d'employabilité. Soulager la crainte des Gabonais par rapport justement à cette nouvelle opportunité de formation à travers tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces campus universitaires ou de formation. Soulager ou rassurer les populations par rapport au retour qu'on a eu, certains qui disent bon, ce sera encore pour les enfants d'une certaine catégorie de personnes, et peut-être qu'il n'y aurait pas dans les conditions d'accès l'égalité des chances. Pour les premiers cycles des formations professionnelles, c'est sur concours. C'est sur concours, donc il n'y a aucune raison de craindre. Et puis je voudrais aussi dire, il y a des nouveaux centres, mais les anciens centres de formation professionnelle sont également en réhabilitation, et les lycées techniques aussi sont en réhabilitation, pour encore une fois inciter sur le fait que la formation professionnelle et l'enseignement technique et professionnel est en train de monter en puissance. Mais non, je pense qu'il n'y a jamais eu au niveau du gouvernement, mais évidemment ce serait contraire à l'esprit du président de la République, l'intention de faire des centres de formation professionnelle des lieux qui n'appartiennent qu'à une catégorie de personnes. Nous tenions quand même à vous entendre là-dessus. C'est la fin de notre entretien. Monsieur le ministre, certainement un mot gabonais par rapport justement à ce projet de décret fixant les régimes de bourse en République gabonaise. Que dire au terme de notre entretien? Je pense qu'il faut déjà que les Gabonais soient conscients que nous avons un système de bourse généreux. Je pense qu'en Afrique subsaharienne,
nous avons l'un des systèmes de bourse les plus généreux. Dans la sous-région, il suffit de regarder pour comparer et pour s'en rendre compte. Donc, on a un système généreux qui n'était plus vertueux du fait justement de tous les problèmes que j'ai relevés. Et nous avons travaillé à faire en sorte qu'il redevienne vertueux. Avec comme objectif, toujours le devenir et le meilleur devenir de l'étudiant. Un étudiant, quand il commence sa formation, son objectif, c'est de trouver de l'emploi. Le système d'attribution des bourses doit l'accompagner dans cet objectif-là. Il ne faudrait pas mentir aux enfants. Tout ce que nous faisons sur les très hautes institutions du président de la République, tout ce que nous faisons, c'est d'accompagner les enfants pour que leur parcours scolaire ne soit pas un échec. Et le système des bourses tel qu'il est conçu aujourd'hui, le système d'orientation tel qu'il est conçu aujourd'hui, ces deux systèmes-là sont des leviers pour permettre aux enfants d'être mieux orientés, d'avoir une scolarité beaucoup plus efficace et de mettre ainsi de leur côté de meilleures chances pour trouver de l'emploi à la sortie de leur scolarité. Merci, Monsieur le ministre. Applicable peut-être dès l'année 2021-2022. Professeur Mougiama Daouda, merci. Madame, Messieurs, nous étions donc avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, professeur Mougiama Daouda. Patrick Mougiama Daouda. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir chez vous.